Donc, table ronde sur l'architecture des bibliothèques, sujet d'actualité s'il en est un en matière de construction publique. Trois architectes et trois familles de pensée architecturale vont présenter alors soit des projets en cours qui sont vraiment dans l'actualité, soit des réalisations. Donc je vais leur laisser tout de suite la parole. Alors en rappelant quand même, parce que c'est un peu mon boulot, qu'effectivement le temps de parole va être limité. Donc essayons chacun de nous tenir à peu près à un quart d'heure, 20 minutes. Et ça permettrait aussi à la fin, alors soit en fin de la totalité des interventions ou de chaque intervention, de pouvoir échanger un peu avec la salle et de répondre à quelques questions. Donc premier projet présenté, le projet de Caen, qui est un projet qui est actuellement au stade avant-projet définitif. Grand projet, enfin là je vais laisser l'architecte chef de projet en parler. C'est l'agence de Rem Koolhaas qui a gagné le concours d'architecture. Nécessité un peu de temps. On va inverser l'ordre de passage. Et donc, c'est le cabinet Chemetov qui va présenter là, non pas un certain nombre de projets, mais un certain nombre de réalisations, en espérant que la connexion se fera plus facilement. Donc, pour l'agence Chemetov, c'est Madame Laetitia Comito-Bertrand. Donc bonjour, Laetitia Comito-Bertrand de l'agence Paul Chemetov. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 réalisations que nous avons faites en médiathèque. Je voulais dans un premier temps faire un bref passage sur les réalisations, car depuis la première médiathèque d'Évreux qui s'est réalisée en 1994, nous avons fait à peu près une dizaine de médiathèques. Depuis s'est écoulé du temps, nous avons pu mesurer évidemment les évolutions des usages en termes évidemment de demande des usagers, mais aussi des utilisateurs qui sont les directeurs de bibliothèques. Donc aujourd'hui, je vous présente donc Évreux, Montpellier, Châlons-en-Champagne et puis Chartres. Donc voilà Évreux qui a été évoqué tout à l'heure, qui est une des premières médiathèques, qui se situe en centre-ville. Donc nous sommes en cœur d'îlot dans une zone de centre-ville, mais qui est vraiment concentrée en termes d'équipements culturels, puisque nous avons la Maison des Arts, le théâtre, un jeune gymnase et une bibliothèque. Donc le projet s'adosse sur, est une extension de la bibliothèque existante. Il est fabriqué sur un principe de 2 corps de bâtiments qui sont reliés par un atrium. Alors si je trouve le plan, voilà. Donc le programme de l'époque était assez simple, puisqu'il fallait à la fois accueillir du public, mais aussi fabriquer des salles de lecture du premier niveau, du rez-de-chaussée jusqu'aux étages. Donc déjà, à l'époque, la salle d'actualité était l'élément qu'on trouvait en premier, puisqu'elle permettait d'accueillir un public qui pouvait, qui peut toujours d'ailleurs aujourd'hui, lire la presse, les magazines, et entrer dans un milieu un petit peu convivial et qui est un peu une extension de l'espace public et de la rue. Donc l'architecture du bâtiment emprunte des éléments du vocabulaire de l'architecture normande, en les, réinterprétant. Nous avons donc de la brique sur ce bâtiment, de l'acier et du bois. Donc là, c'est l'enveloppe extérieure qui est en bois de mélèze. Donc là, ce que l'on voit, c'est le contexte du centre-ville, avec dans le fond à droite, on voit un bâtiment début du siècle dernier qui est le théâtre. Donc là, on a une enveloppe bois qui enveloppe les salles de lecture des étages, l'atrium de distribution. Donc toujours notre recherche, on a toujours un travail sur la lumière pour faire entrer un maximum de lumière sur les zones de salles de lecture, mais évidemment les espaces partagés communs.
Ici, on voit la salle de lecture jeunesse qui se situe. On a souhaité en fait retrouver un sol gallo-romain, donc qui est à moins 4 mètres par rapport au terrain naturel, et mettre en relation donc cette enceinte gallo-romaine, donc une façon un peu de dialoguer avec le passé, donc avec les jeunes qui arrivent et qui s'installent dans cette salle. Ici, une salle de consultation. Là, nous avons une salle donc de réunion et de traitement en fait des documents. Donc, c'est un équipement de petite taille, hein, puisqu'on est sur un peu moins de 4500 mètres carrés de surface utile. Donc, c'est un petit équipement et à l'époque, c'était déjà beaucoup pour la ville d'Évreux. Là, donc, une terrasse donc, qui donne une vue sur la cathédrale avec une ombrière donc, qui abrite des éclairages zénithaux des salles inférieures. L'autre exemple, donc, qui est l'exemple de Montpellier, qui est la bibliothèque à vocation régionale. Donc là, on est sur un bâtiment très très différent, puisque, disons qu'il abrite 16 000 m² de surface utile. Donc il s'agit vraiment d'un équipement qui permet d'accueillir de nombreux publics et surtout aussi qui permet de réserver une part importante à la conservation et au traitement des documents. Donc c'est un des derniers bâtiments qui se sont implantés dans le quartier Antigone de Montpellier. Donc c'est un bâtiment qui est orienté est-ouest, nord-sud, donc qui se trouve à proximité de l'équipement sportif aquatique donc de la zone. Donc on voit, mais là je peux pas vous, enfin je sais pas si on voit donc le plan masse. Donc une liaison directe avec cet espace, cet équipement sportif, et aussi donc un contexte en angle puisqu'on est sur 2 grands boulevards et l'accueil se fait sur la partie basse, donc un des boulevards principaux. Donc on voit le bâtiment en coupe. Alors la particularité de cet équipement, c'est qu'il dissocie les fonctions de conservation des documents et de consultation. Donc sur l'aile droite, sur la hauteur, là nous avons des salles donc, de conservation des documents, des traitements, et ce qu'on fait, c'est qu'on met en lien par des passerelles et par un atrium qui les réunit, donc ces zones d'archivage et les zones de lecture et de consultation des documents. En partie basse, au rez-de-chaussée sur la gauche, on aperçoit en coupe donc un auditorium qui fait partie de ces éléments, en tout cas d'animation, qui permettent de diversifier la demande et les usages. Donc là, on voit un des plans courants, un étage courant, donc deux barrettes, donc 2 éléments, un plus mince qui est celui donc dédié à la conservation des documents, et puis en partie au-dessus les salles de lecture et cet énorme atrium donc au milieu que vous allez voir en photo un peu mieux, qui permet la distribution des circulations et la confrontation donc des fonctions. Donc là, c'est le hall, enfin la zone d'entrée. Donc sur cette façade, sur la façade que l'on voit, c'est la façade sud qui abrite donc les collections archivées. Comme elles étaient fortement exposées, évidemment, ce qu'on a décidé de faire, c'est de choisir un matériau donc assez occultant. Donc on est en béton et en pierre. Ici, l'atrium dont je vous parlais, donc, qui distribue toutes les fonctions par des passerelles en verre. Sur la droite, on voit cette forme, un œil qui est un peu un clin d'œil à Cannes, et donc sur lequel, à travers duquel on peut regarder donc, les documents être archivés, étiquetés, etc. Donc là, des passerelles, un détail sur les passerelles qui donnent accès aux salles de lecture. Donc des salles de lecture qui sont faites pour le calme, évidemment, avec des matériaux chaleureux. Donc là, c'était en début, ces photos ont été faites en début d'ouverture, donc il y a un peu de public, mais c'est une bibliothèque qui est extrêmement fréquentée. Là, donc, le rez-de-chaussée, on est dans la salle d'actualité, donc où on voit les personnes qui sont assises dans des fauteuils qui sont assez confortables. Ce que je disais aussi, c'est qu'effectivement, ces salles d'actualité doivent être un prolongement de l'espace public. C'est un peu un espace public protégé, donc, qui donne accès à la fois, évidemment, à une intériorité, mais aussi donc, à un contact avec l'espace public extérieur.
Ici, la même chose. Donc là, ce sont des salles de consultation aussi, mais un peu plus... qui ne sont pas accessibles directement sur la voie. Dans le fond, à droite, on voit une forme un petit peu arrondie. Là, on est dans des espaces qui sont dédiés aux jeunes, donc, là où se passent en fait des lectures de contes et on accueille des publics des écoles. Donc là, une vue sur l'angle principal du bâtiment. Donc évidemment, la nuit, on a un peu donc l'idée d'un éclairage, disons c'est une lampe un peu sur la ville. Châlons-en-Champagne, donc on a réalisé en 2001. Donc c'est une médiathèque qui est aussi en cœur de ville et qui s'articule autour de, disons, 2 rues principales. Ici, ce qu'on a souhaité faire, c'est conserver, pour garder un alignement par rapport à la voie, une façade qui existait, qu'on a réhabilitée. Donc toujours résoudre une situation existante en la portant, donc en la réinterprétant et en la portant vers l'avant pour les années qui viennent. Donc là, on est en cœur d'îlot et on voit les 2 corps de bâtiments qui sont en articulation donc sur 2 voies. Donc le plan masse. Sur la partie basse, cette partie de bâtiment est plus dédiée à la conservation des documents et des archives, puisqu'on a un accès direct depuis la rue des Martyrs de la Résistance. Donc pour les véhicules, c'est beaucoup plus facile. Et sur la partie un peu plus haute, là, on a l'accueil des publics et donc l'accès à un auditorium. La particularité de ce projet, c'est qu'elle traite aussi les abords de façon très soignée. Et ce qu'on a souhaité faire pour marquer en fait l'emprise de la médiathèque, c'est traiter de façon très soignée justement le mur de mitoyen qui est assez long. Donc on a utilisé la brique pour ça. Ça, je vous montre. Voilà, on le voit un peu mieux ici. Donc tout le pan de mur est traité en briques et donc on a vraiment l'impression d'un espace assez généreux et assez chaleureux. Donc là, les accès donc aux salles d'actualité, donc très vitrées, donc de façon à ce qu'on ait beaucoup de lumière. Donc là, on est exposé est, donc ça va, c'est assez agréable. Et puis là, une vue donc sur la cathédrale, des salles de lecture sur la partie haute de la médiathèque. Donc là, les usagers peuvent apporter leur ordinateur. Ici, les tables de lecture. D'autres salles, donc toujours des matériaux assez chaleureux. Et puis une terrasse, donc ça c'est le point, disons un étage haut. Ici, une vue de la façade ouest, où on voit l'articulation des 2 bâtiments. Donc là, l'éclairage nocturne, donc c'est un peu une lampe toujours sur la ville. Alors Chartres, donc ça c'est un équipement qui est très important dans le sens où on est intervenu, on s'est inscrit dans un bâtiment existant, qui était un bâtiment qui a été réalisé entre 20 et 30, dans les années 20 et 30, par Raoul Brandon, donc un peu de style néo-gothique. Donc ce bâtiment avait été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1994 et en 2002, il a été acquis par la ville. Donc la ville a lancé un concours, il y a eu donc plusieurs équipes qui ont concouru et nous étions la seule équipe en fait à intervenir sur le dernier étage en réinvestissant évidemment le beffroi et puis les combles du volume. Donc c'est un bâtiment qui donne en fait sur la place des Éparres, donc qui est quand même un endroit très très passant. Donc là on voit le plan. Donc au rez-de-chaussée, la rotonde est un pivot très important qui redistribue les fonctions de la médiathèque, donc à la fois sur les salles de lecture sur la droite et par une batterie d'ascenseurs, donc permet l'accès aux étages qui sont nombreux sur ce bâtiment puisqu'on a un bâtiment très haut. Au rez-de-chaussée, dans le fond, on a réalisé une extension très vitrée qui est de plein pied et qui abrite en fait les espaces de consultation, donc musique et cinéma. On a créé également un escalier, un très grand escalier qui permet un accès aussi aux étages et conservé et réhabilité
un escalier de forme ronde que l'on voit sur le côté gauche en haut, donc qui était un très bel escalier. La particularité de ce projet, c'était aussi de distribuer intelligemment toutes les fonctions sur un nombre de niveaux relativement important. Donc, ce que l'on a fait, donc, on a réservé sur les zones basses, les zones d'archivage des documents. Les zones ensuite supérieures ont été redécoupées, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des niveaux très importants qui étaient de 6 mètres, dans lesquels on a donc créé des mezzanines suspendues sur des charpentes métalliques, donc qui permettaient d'avoir une transparence sur les niveaux. On a décollé également les planchers des façades de façon à ce qu'on puisse avoir cette transparence, et on a mis du verre. Là, je verrai tout à l'heure, on reviendra tout à l'heure là-dessus. Pas dans le bon sens, voilà. Donc tous les planchers, en fait, sont interrompus à proximité de la façade, et on a intégré, donc grâce au 1% artistique, avec l'artiste Conrad Lauder, on a réalisé une maille de couleur orange qui court sur tout l'ensemble des niveaux et qui permet d'assurer une continuité visuelle et de ne pas avoir une impression de séparation entre les niveaux. Donc là, des salles de lecture. Voilà, là, j'illustre un peu ce sont les mezzanines qui sont sur ces grands niveaux. Donc des niches de lecture, des zones de lecture très éclairées, puisque donc on a mis à nu les charpentes existantes, donc qui sont révélées être des charpentes Eiffel, donc très très belles. Donc l'escalier conservé, réhabilité. Et là, on voit toutes les zones de lecture qui sont éclairées donc, par des toits en verre. Et là, une vue imprenable sur la cathédrale. Et d'ailleurs, les gens montent rien que pour la vue, pour voir ce qui s'y passe. Donc, voilà. Je voulais aussi, juste pour finir, montrer donc une médiathèque qu'on est en train de réaliser à la Beige, qui est en fait une médiathèque de prêt, qui n'est pas située dans un centre-ville, mais dans une zone innovante, dans laquelle donc pas mal d'équipements à destination de publics un peu scientifiques vont venir. Et là, en fait, ce sont des bibliothèques de prêt, dans le sens où ce sont des bibliothécaires qui viennent et qui choisissent leurs ouvrages, qui font leur marché, donc avec toute une machinerie extrêmement sophistiquée qui permet de choisir et de se faire livrer l'ensemble des collections choisies. Voilà, merci. Deuxième intervenant, donc pour l'agence Rem Koolhaas, le projet de bibliothèque à Caen, qui est un des grands projets en cours et un des projets d'actualité actuellement. Alors, excusez, ça prend un tout petit peu de temps. Donc, je vais peut-être commencer juste par expliquer la démarche de la présentation. En fait, donc je suis Clément Blanchet, associé de Rem Koolhaas, en charge un peu des projets en France, enfin francophone plutôt. Et l'exposé aujourd'hui se pose finalement sur la recherche et la définition d'une forme architecturale qui, dans le cadre de 3 projets, se pose la question finalement de l'attribution de l'espace social et de l'espace de l'archivage. Et je voudrais exposer 3 projets. Le premier, un concours de la très grande bibliothèque à Paris, un projet à Jussieu, et enfin un projet de Caen, un concours que j'ai remporté il y a 1 an. Donc il va falloir que vous patientez un tout petit peu pour que je puisse vous présenter les images, apparemment. Un souci à nouveau par rapport à la présentation. Donc, inversion des intervenants. Monsieur Coulon, pour le projet de bibliothèque 3e lieu à Thionville. Alors, quand on a été, je dirais, invité à travailler sur le concours de la bibliothèque de Thionville, ce qui nous a plu dans un premier temps, c'est évidemment la qualité du programme qui était pour nous totalement inédit
comment en fait fabriquer un lieu où on n'avait pas seulement une médiathèque, mais aussi on avait un lieu de production musicale, et donc où les futurs utilisateurs allaient devenir acteurs, en fait, fabricateurs de culture. Et donc, évidemment, je dirais le programme était extrêmement intéressant. Et donc, l'enjeu était aussi très fort. Donc voilà le site, une grande place au centre-ville, situé au centre-ville. Et on s'est dit que ce lieu-là, enfin ce bâtiment devait s'ouvrir sur la ville. Et on s'est dit aussi que ça devait être un rez-de-chaussée, en fait, unique, un bâtiment posé sur le sol. Donc le voilà dans le site. Alors dans le programme, il y avait quelque chose aussi qui était demandé, c'était de créer un patio, c'est-à-dire créer la possibilité de sortir du bâtiment avec son livre, soit pour donc lire à l'extérieur, évidemment dans un lieu protégé, soit pour manger. Et donc ça, c'était aussi une dimension importante. Et donc les enjeux de cette médiathèque, ça a été un peu évoqué dans le débat précédent, c'est comment en fait réconcilier toute une série de générations, et notamment les adolescents qui ont tendance à déserter ce genre de lieu. Comment fabriquer en fait un nouveau lieu qui puisse s'appuyer sur des échanges. Donc on nous avait aussi expliqué que, évidemment, la place du livre dans ce genre de lieu reste, mais il y a toute une série de supports qui apparaissent. Et en fait, le discours des bibliothécaires, c'est aussi de dire, on ne peut pas prévoir, on ne peut pas vous dire exactement comment ces bâtiments vont évoluer, quel type de support. Donc ça pose une grosse question pour un architecte, c'est-à-dire fabriquer un lieu qui, finalement, demande énormément de flexibilité. Et donc, c'est quoi la flexibilité? Est-ce qu'on peut encore, à travers cette notion-là, fabriquer des lieux qui ont une architecture, qui ont une force? Et donc, évidemment, cette mixité programmatique, c'est un atout pour le projet. Et donc, la question qu'on s'est posée, j'ai un peu du mal à faire tout en même temps, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour ce projet? Et voilà le programme. Donc, il y a quoi? On a une médiathèque dite classique, un studio de création où on va donc fabriquer de la musique, et puis une partie, je dirais, plus classique, où on stocke les livres et où on a l'administration. Donc voilà le programme. Ce qui nous intéressait, évidemment, c'est de travailler sur l'interaction entre ces différents programmes. On voit arriver le patio. Le patio, en fait, qui nous semblait un peu statique, c'est-à-dire qu'on s'est dit que ce patio, ça ne serait pas un patio, ça serait plutôt un jardin. Et ce jardin, en fait, c'est un jardin rampe, c'est-à-dire un lieu, en fait, qui se trouve au cœur du bâtiment, mais qui se développe, je dirais, dans un parcours ascensionnel et qui permet aux utilisateurs d'arriver sur le toit, de s'installer, d'être en rapport avec le ciel. Et puis, on a rajouté un bar d'été, de façon à ce qu'on puisse avoir une activité importante sur le toit. Ensuite, le programme, c'est 6 univers. Et ces 6 univers, ce qui nous intéressait, c'est de trouver, en fait, la relation, enfin d'inventer une relation entre ceux-ci, sachant qu'il y a l'univers, je dirais, lui-même,
mais il y a surtout la façon dont il va en fait se connecter avec d'autres univers. Donc c'est le projet que vous découvrez ici. Et pour faire simple, dans la mesure où on avait donc un bâtiment à rez-de-chaussée, c'est comment fabriquer une architecture qui soit pas neutre, qui fonctionne comme une sorte de forêt en fait, dans lequel en fait on s'avance et on découvre différents univers, différents lieux. Et donc il y a une sorte de processus de dévoilement qui se passe dans le projet. Donc ça, c'est la toiture, mais l'arrivée de lumière. Il faut savoir que le projet est cerné par des très beaux arbres, des platanes. Donc voilà le bâtiment. Et voilà le plan. Le plan, en fait, il est constitué de, je dirais, essentiellement d'espaces ouverts, totalement fluides. Et puis, dans ces espaces, en fait, on a des sortes de bulles qui contiennent d'autres éléments de programme qui sont en fait des lieux de refuge. Et donc, ces lieux de refuge, ce qu'on est en train de fabriquer dans ce projet, c'est des lieux qui vont avoir une architecture particulière, mais surtout des ambiances et des qualités très distinctes par rapport à l'espace général. Donc c'est des lieux de refuge. Et donc on s'est dit que, enfin à mon avis, il y a une notion qui est importante parce que ça me fait penser à ce qu'on a vu tout à l'heure sur les médiathèques d'Europe du Nord, où on a évidemment une diversité de matières, de couleurs, de postures ergonomiques qui est très intéressante. Mais il y a quelque chose qui me gêne un peu, c'est des bâtiments qu'on a visités. Je trouve qu'il y a quelque chose de finalement assez visuel dans ce qui est offert, très attractif, qui fait très envie. Mais ce qu'on aimerait développer dans ce projet, c'est travailler sur des contrastes, mais des contrastes qui font appel aux cinq sens. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas seulement une couleur, c'est pas seulement, c'est par exemple des proportions, c'est une ambiance acoustique, c'est une ambiance thermique aussi. Et par exemple, ces bulles, il y a certaines bulles sont construites, enfin seront construites en briques d'argile. Et donc la brique d'argile, elle a une caractéristique intéressante, c'est que elle a une bonne inertie et c'est un matériau respirant. Donc quand on va se trouver dans ce lieu, on va ressentir en fait avec son corps les différences. Et donc je dirais que ce qu'on aimerait introduire, c'est une certaine subtilité dans le choix des matières, travailler en fait sur quelque chose qui soit beaucoup plus tactile que visuel. Et donc ça passe par évidemment un travail très précis sur un choix de matériaux, mais plus de matière que de couleur, je dirais. Alors évidemment, on propose des postures différentes, par exemple celle-ci, on est debout, on consulte un ordinateur. Il y aura évidemment aussi des sièges, mais il y a aussi des atmosphères différentes. C'est-à-dire, par exemple, comment, dans cet espace fluide, qui est donc constitué de bulles, qui sont d'ailleurs assez faciles, je dirais, dans le projet, c'est assez facile de les déplacer. Quand on a travaillé avec les futurs utilisateurs, on s'est aperçu que ce projet était capable, en fait, je dirais, d'encaisser toute une série de transformations. Mais ces transformations, en fait, elles se font aussi, je dirais, à travers des points durs qui sont ces espaces de bulles, qui sont en fait des lieux
d'ancrage, des lieux de résistance un peu, et qui en fait par contraste valorise en fait l'espace qui est autour de ces bulles, qui entoure ces bulles en fait, qui englobe l'espace, je dirais, général de la bibliothèque, et qui fait que en fait il y a une sorte de fluidité qui s'accroît. Alors évidemment, il y a un travail sur la lumière, c'est-à-dire que le ruban, le ruban opaque qui entoure les façades, il a une variation de hauteur, donc c'est une sorte de ruban décollé comme ça, qui met en rapport totalement la médiathèque avec la ville, et qui fait qu'à un moment donné, là où c'est nécessaire, je dirais, on fabrique des espaces plus clos, on fabrique plus d'intériorité. Alors par exemple, ça c'est les bulles que vous voyez en plan là, avec des thèmes à l'intérieur. Donc il y aura par exemple des matières végétales, du carton, des choses qu'on a envie de toucher. C'est aussi des lieux de fabrication, c'est-à-dire qu'il va y avoir dans ces espaces-là des ateliers très bruts, parce qu'on va pouvoir accrocher une exposition, repeindre les murs, je ne sais pas, faire par exemple des montages en cinéma, toute une série de choses comme ça. Donc c'est là en fait où se fabriquent des choses, c'est dans ces espaces-là, dans ces lieux de refuge, dans ces lieux où en fait finalement on se coupe du monde, de la médiathèque. Ça, c'est l'espace des enfants, donc, avec un travail évidemment d'ergonomie. Ça, c'est le jardin dont je vous parlais, qui en fait se prolonge en rampe pour arriver sur le toit. Et alors, il y a quelque chose qui est intéressant dans le toit, c'est que évidemment, c'est à ce moment-là où on se retrouve en rapport avec la cime des arbres et le ciel. Donc là, tout d'un coup, on oublie, je dirais, la ville, et on est en rapport avec la nature. Alors, il y a un film. Alors, il y a un film sur la partie extérieure qui correspond, je dirais, au stade du concours. Et ensuite un film sur les espaces intérieurs. Donc là, on tourne autour du bâtiment. Vous voyez cette rampe jardin qui sera un lieu qu'on pourra investir. Et puis, évidemment, qui permet de faire venir la lumière naturelle. Donc, alors, les creux qui en fait, semblent perforer le bâtiment, ou en tout cas le déformer, c'est aussi des endroits qui nous permettent, en fait, de qualifier à l'intérieur du bâtiment les différents espaces. Donc ça, c'est à l'intérieur. Alors par exemple, là, c'est l'espace des périodiques. Plus loin, c'est la salle de production musicale, le bar, une vue sur le jardin. Ensuite, ces différents univers. Et puis, on a ces bulles que vous voyez ici, le rapport avec la ville. Et puis, cette façade qui donc varie de hauteur. Les proportions aussi de ces espaces, en fait, on n'a pas un plafond constant, mais il se déforme, c'est-à-dire que parfois l'espace se trouve comprimé, plus
plus serrés, il y a des lieux de pincement comme ça. Les matériaux, tout n'est pas défini, mais en tout cas, ça sera plutôt clair. Parce qu'évidemment, l'intérêt aussi de teinte claire, c'est de pouvoir réverbérer la lumière. Et donc, les matières particulières, elles seront plutôt situées à l'intérieur des bulles. Donc moi je pense, enfin on fait l'hypothèse qu'on peut fabriquer dans un bâtiment flexible des lieux qui aient en fait une architecture forte, avec des espaces qui soient qualifiés fortement. Et j'aimerais bien faire le pari de ne pas tomber dans l'obligation de faire quelque chose de trop, attractif. Je préférerais que les choses soient subtiles. Subtil, c'est-à-dire, en gros, ne pas tomber dans la caricature, d'un magasin Ikea, hein, où vous avez tous ces lieux qui sont très intéressants, qui sont des mises en situation, mais en même temps, je trouve que, on aimerait bien le faire autrement, le faire avec... j'ai envie de souligner ça en travaillant sur les atmosphères, la lumière, l'acoustique, le ressenti thermique. Je pense qu'on peut, avec ces notions-là, qui sont évidemment plus difficiles à mettre en œuvre, fabriquer quelque chose de plus intéressant, en tout cas quelque chose qui soit à la fois pur et à la fois attractif. Voilà, je vous remercie. Merci. On espère que cet arrêt momentané de l'émission ne durera que 2 minutes, le temps de relancer le système. Peut-être, alors faire une pause, ça serait dommage, ça va bientôt être l'heure de déjeuner, ça ne doit durer que 2 minutes, donc on casserait complètement le rythme. Des questions peut-être par rapport à ce qui a déjà été présenté, les deux ensembles, le projet et puis les réalisations. L'heure du repas approche. Un petit mot quand même alors de mon côté. Je crois que ce qui était un petit peu l'objectif là, c'est de montrer actuellement que l'architecture des bibliothèques est un vrai sujet de création et de créativité. Il y a une très grande diversité de projets, hein. On n'a pas tout vu encore, on n'a pas vu quand, mais grande diversité. Il y a très régulièrement et très, très souvent une prise en compte du projet urbain. La dimension urbaine du projet d'équipement public est à chaque fois assez clairement affichée. Il y a aussi ce qui a été peu évoqué jusqu'à maintenant, mais qui sera évoqué à nouveau cet après-midi, un programme, hein, un projet architectural, c'est la résultante d'une volonté collective dans un projet urbain, dans un programme. Et puis, par rapport à l'architecture des bibliothèques, avant... Je voulais un peu conclure là-dessus, mais c'est avant la présentation du projet de Caen, je crois qu'il y a une préoccupation collective qui s'affiche de plus en plus, non pas pour empêcher la diversité de création des bibliothèques, c'est toujours à l'ordre du jour. En revanche, on l'a très bien vu à travers les projets présentés par l'agence Chemetov, on le voit aussi sur Thionville. Il y a quelques principes directeurs quand même qu'on retrouve dans l'architecture. Un principe de lisibilité. On est quand même confronté, quand je dis nous, c'est architectes, utilisateurs, etc., à non pas des projets de 100, 200, 300 mètres carrés, mais ça se compte souvent par 3000, 4000. Montpellier, c'est 16 000 mètres carrés, dont 13 000 pour la bibliothèque. Donc il y a des échelles qui sont quand même assez particulières. Donner de la lisibilité à l'intérieur, c'est faire en sorte que les usagers s'orientent facilement, que ça ne soit pas un labyrinthe, que ça ne soit pas non plus un temple du savoir dans lequel on hésite à rentrer. De la flexibilité, autre principe de base qu'on retrouve
régulièrement, de la compacité, même si on l'a vu sur l'exemple de Chartres, bâtiment existant, la compacité était moins au rendez-vous, mais en revanche l'accent était mis sur la lisibilité et les capacités à s'orienter à l'intérieur. L'éclairage naturel est sans doute aussi une des caractéristiques de l'attention des concepteurs sur les espaces de bibliothèque. Et puis, en termes d'orientation plus contemporaine, et on commence à le voir sur Thionville, ça a été évoqué tout à l'heure avec la notion de troisième lieu. J'espère qu'on arrivera à le voir sur le projet de Caen. Je crois qu'on a aussi actuellement une attention particulière sur les aménagements intérieurs. C'est une partie de la thématique troisième lieu, je ne vais pas la réduire à ça, mais ça devient un sujet en soi, de manière plus poussée que ça n'était il y a 5 ou 10 ans, avec peut-être une préoccupation de troisième lieu, en tout cas un souci également par rapport à ces échelles d'équipements culturels qui sont des échelles assez importantes, 2000, 4000 mètres carrés. Comment réussir à offrir une offre, à présenter une offre documentaire quand même très abondante, à ne pas effrayer, à ne pas en faire un temple. Comment, alors j'aime beaucoup moi les exemples hollandais qui ont été montrés. Je trouve que la problématique, c'est comment retrouver une échelle domestique dans des espaces publics. Il y a une réflexion sur l'échelle monumentale, la perception des bibliothèques dans la ville, où là l'échelle monumentale est très bien travaillée par les architectes. Ça n'est pas monumental, on veut être accueillant, on veut être accessible. Reste dans l'organisation intérieure, dans l'aménagement intérieur des bibliothèques, à travailler cette échelle domestique, sachant que le projet de bibliothèque d'Amsterdam, c'est 28 000 mètres carrés. On ne peut pas refaire l'approche conceptuelle de la bibliothèque d'Amsterdam sur un projet de 5 000 mètres carrés, ne serait-ce qu'en dans la diversité, etc. Ça ne fonctionnerait pas de la même façon. Et puis, tout dernier sujet qui, je pense, est également dans l'actualité des bibliothèques, la mise en valeur des collections patrimoniales. On a aussi, sur un certain nombre de projets, le souci qui apparaît de faire évoluer cette dimension-là des bibliothèques de lecture publique, comment le mettre en scène, comment le mettre en valeur, ça retouche ça, et ça recoupe un certain nombre de préoccupations d'aménagement intérieur, mais là on est au cœur d'un certain nombre de préoccupations contemporaines, je dirais. Voilà. Bon, j'espère qu'on va y arriver. L'optimisme est de mise, d'accord. Il y avait une question, je ne vois pas bien, je m'excuse, j'ai les projecteurs dans les yeux. Oui ? Le silence vous accompagne. Ça fonctionne. J'ai plutôt, en fin de compte, trois interrogations. La première était, en fin de compte, est-ce que la bibliothèque n'est pas, est pas là où on l'attend et pas forcément là où on ne l'attend pas? Ce que j'entends par là, c'est qu'en fin de compte, les bibliothèques sont tout le temps, enfin, bibliothèques ou médiathèques, sont tout le temps mis dans un bâtiment à part et pas intégrés dans un complexe tel que... Alors là, on a des complexes qui sont un peu plus comme dans Saint-Malo. Comment ça s'appelle? On a un cinéma qui est couplé avec, ou ici où on a un espace musical. Mais est-ce que je suis arrivé donc à Thionville et je me suis garé au parc des Capucins? Est-ce que par exemple il n'aurait pas pu être pensé d'intégrer la bibliothèque dans le centre commercial, par exemple? Voilà. Les autres questions, c'est sur la personnalisation. On en parlait. Est-ce que justement il n'y a pas Oui, il y a des fois, oui. Y a-t-il pas un manque des fois de personnalisation possible des usagers dans les structures? Est-ce qu'on n'a pas tendance à rigidifier un peu trop facilement l'intérieur des structures?
Et la troisième question, c'est est-ce que les bibliothèques et médiathèques, enfin, est-ce que le terme bibliothèque-médiathèque n'est pas un peu désuet, vieillissant, dans le sens où on propose des structures avec une quantité de services qui, à mon avis, dans l'imaginaire du public, le terme bibliothèque ne représente pas la quantité, enfin tous ces services qui sont désormais proposés. Voilà. Sur la troisième question, vaste débat, vaste sujet, bibliothèque, médiathèque, bibliothèque multimédia. Je ne me lancerai pas dans le nouveau nom de baptême des nouveaux équipements. Voilà. Je laisse le débat ouvert et effectivement, ça fait débat. Après ça, sur... comment je vais dire ? Alors, ce qui caractérise... Je vais répondre de manière assez indirecte à votre première question. Pour moi, ce qui caractérise le paysage de construction des bibliothèques actuellement, c'est qu'on n'est pas du tout dans un modèle unique. Donc, il n'y a pas de doctrine qui viendrait dire il faut construire une bibliothèque de ce type-là toute seule, ou au contraire, il faut construire une bibliothèque avec un cinéma, ou il faut construire une bibliothèque avec une crèche, ou que sais-je, ou avec une poste, parce que dans le monde rural, il y a aussi un certain nombre d'interrogations. Je crois que ce qui caractérise la dernière décennie, et peut-être même au-delà, c'est le fait qu'on est dans une recherche collective, non pas d'un modèle, mais on est dans un assemblage de données générales concernant les bibliothèques, les médiathèques, et puis à chaque fois une recherche d'empreintes et d'identité qui soit liée à un territoire. Alors sur quoi porte cette identité liée au territoire ? Ça peut être à des données spécifiques de la bibliothèque, des collections patrimoniales. Ça peut être à un projet urbain qui veut créer un pôle culturel avec un cinéma, avec un musée, que sais-je. Mais à chaque fois, en tout cas très fréquemment, il y a cette capacité à donner à la bibliothèque, une identité particulière qui est liée au territoire et à des facteurs extrêmement différents dans le territoire, que ce soit un espace mixte associant différentes choses ou d'autres natures. Voilà. On va peut-être, je m'excuse, passer à quand ? Alors, bon, je vais faire très vite. En fait, mon exposé, comme je vous l'avais dit, était autour de trois bibliothèques qui ont conceptualisé et réfléchi quelque part à la bibliothèque de manière complètement séparée, mais conséquente. Cette grande bibliothèque à Paris, très grande bibliothèque, finalement, c'est une architecture très grande avec la notion de 5 bibliothèques réunies dans un bloc uniforme où finalement le stock d'informations serait le plein. Donc vous voyez ici le plein et le vide de la maquette, le vide étant représenté à gauche par ces volumes aux géométries très variables. Donc cette bibliothèque, c'est finalement ici la retranscription beaucoup plus réaliste du projet. Mais ce qui me semblait intéressant de discuter avec vous, c'est quelque part le processus. Donc je vais aller très vite. Ce sera plus un diaporama d'illustration du concept et du laboratoire en tant que tel, où finalement il fallait conjuguer 3 espaces, l'espace d'archivage, l'espace de réception. Et au fur et à mesure, l'architecture s'est posé la question du mélange de ces notions, du mélange de ces savoirs ou du mélange de des espaces de la bibliothèque. Donc au fur et à mesure sont venus s'identifier des objets, objets qui rappellent un peu ce que Bataille propose avec la notion de l'informel. L'informel qui est finalement créateur d'une libération. Donc on est parti un peu de ce schéma-là, où par des lignes systématiques qui représenteraient finalement le stock d'informations, que des bibliothèques définissent des géométries très variables et parfois étranges, bizarres, même laides, mais qui finalement au fur et à mesure prennent sens dans une conception générale de la bibliothèque. Donc au fur et à mesure, ces 5 bibliothèques se sont réunifiées autour d'une même centralité et autour d'une même logique d'espace partagé, avec des géométries très variables, des références très proches d'architecture connue, avec des plans centrés parfois. Donc ici, juste des espaces sur la phonothèque ou des espaces sur l'audiovisuel. Donc l'objet en tant que tel est travaillé, il est creusé pour définir au sein même de cette pérennité des espaces grands et en même temps traversants.
Donc on voit ici un peu le schéma de l'illustration avec l'arc, la référence un peu de cet espace traversé, et où finalement ces ingrédients, ces objets, sont prêts à être disposés dans une conception de la bibliothèque de partage, où finalement autant la bibliothèque est importante que l'espace stocké. Tout ça pour expliquer un peu le rapport à cette architecture qui expose aussi les caractéristiques de l'élévation, c'est-à-dire que c'est un gros bloc de 100 mètres avec le Down Athletic Club, la référence étant par rapport à l'idée qu'on peut traverser verticalement avec l'ascenseur différents espaces, différentes caractéristiques. Donc cette bibliothèque finalement a un caractère un peu étrange parce que la géométrie de ses formes n'ont jamais été très établies, même si finalement très rationnelle et rassurante. Donc on s'est posé aussi la question de l'expression de cette bibliothèque sur la ville. On nous a souvent suggéré contextuel, et finalement cet objet est très contextualisé, comme on le voit un peu sur ces images ou ces schémas d'intention. Ici une structure finalement à l'extérieur, mais finalement on a proposé des murs successifs avec Cécile Balmond, où l'espace intérieur était contraint et à l'intérieur on pouvait ouvrir des formes libératrices. Aussi je pense qu'à l'époque on commençait à recueillir les images numériques comme outil de réflexion, donc c'était assez intéressant aussi de pouvoir animer la bibliothèque et de rencontrer l'espace dans une continuité visuelle. Donc toujours l'impact du sol, comment s'intégrer, donc ces schémas expliquent un peu les problématiques qu'on a rencontrées pour arriver vers cette notion de présence dans la ville, cette notion de pouvoir du livre sur l'espace général. La bibliothèque de Jussieu, qui finalement sont deux bibliothèques aussi réunies en un, c'est ce Social Magic Carpet, c'est cet espace continu. C'est une rue, finalement, la bibliothèque. Il n'y a aucune division entre la grille d'Albert et puis cet espace qui serait qu'une continuité. Donc pas de limite entre la bibliothèque et le public. Et donc, de ce schéma, finalement, de ce fil d'espace continu, en est venue cette notion de projet ultra contextualisé, où finalement des lignes de la ville viennent traverser et créer cet espace qui serait un mélange de livres, un mélange d'espaces partagés, un espace extrêmement diffus et en même temps mélangé. Donc ici, ce ne sont que un display of display, donc c'est que des archives que je vous présente juste pour expliquer quelque part comment à un moment donné on a été assez théorique et grâce à la bibliothèque de Caen, on va pouvoir construire. Ce n'est qu'une présentation d'un débat. Aussi par rapport à des technologies qu'il fallait inventer, c'est-à-dire qu'on était dans une spirale, on était dans une situation d'espace continu, donc la question du chariot qui est devenu industrialisé à un moment donné et où finalement il fallait convaincre le client qu'on pouvait habiter un espace de pente. Donc cet espace de la continuité était valide et possible, toujours avec Lygia Clark, la notion d'un espace coupé, continu et qui définit une architecture complète. Alors ici, ce sont les planches de concours, aussi pour montrer qu'à une époque, les concours, on n'avait pas besoin d'images perspectives réalistes, mais que quelques dessins noirs et blancs étaient tout aussi efficaces. Avec l'illustration d'images finalement très pauvres, mais en même temps très riches, avec des plans synthétiques et la diversité pouvait apparaître tout simplement. Donc à gauche, Albert, et à droite, quelque part, l'intégration du projet de manière intégrée. Je voulais juste parler un peu de la bibliothèque de Caen, je vais aller très vite. Ce qui me semble très important dans une bibliothèque, c'est que finalement, quand on regarde ce graphe, ce sont un catalogue des espaces publics aujourd'hui créés dans le monde. Et on voit que ce sont les centres commerciaux qui prévalent sur toute l'architecture générale. Et ce qui nous semble très beau dans l'architecture de la bibliothèque, c'est le seul espace où il n'y a aucune qualité commerciale. C'est le seul espace social où finalement les gens peuvent se retrouver sans avoir à consommer. Et donc pour nous, c'est assez important, dans le cadre de ces différentes bibliothèques, de réfléchir à cet espace de manière cohérente et en même temps bénéficier de cet espace comme une valeur sociale importante. La bibliothèque de Seattle qu'on a réalisée, où finalement les livres sont dans ces éléments suspendus et le vide devient espace de lecture. Pour Caen, en fait, on est venu créer deux axes qui se croisent pour définir un espace partagé, une plateforme, un lieu identifiable dans la ville, à la lisibilité de 4 polarités qui sont définies par le programme du cahier des charges. Donc cet objet un peu étrange
rappelle finalement 4 géométries, mais surtout 4 demandes programmatiques. Le cahier des charges était de définir 4 polarités reliées par des passerelles. Notre projet, ce n'est qu'une passerelle ou 2 passerelles qui se croisent pour définir cet espace partagé. Donc bien sûr, le plan croisé, on le connaît, il a toute son efficience, mais finalement, pour nous, ça nous semblait assez intéressant de penser la bibliothèque non pas comme une morphologie compliquée, mais peut-être un espace centré, un espace central où le livre est présent, où les gens sont dans l'attente, où il y a un écho et où l'architecture est finalement repérable. Donc, dans le site, finalement, la bibliothèque définit 4 polarités urbaines ou 4 poches qui auront des définitions paysagères assez spécifiques et où la bibliothèque aurait envie de se continuer pour travailler sur un paysage lointain. Mais en même temps, c'est assez intéressant de pouvoir couper les bras, parce que je pense que l'architecture, elle est plus forte quand elle est finalement inaboutie. Donc, quelque part, ça nous semblait intéressant de définir peut-être une architecture plus dans un état de conception. Par rapport à la référence de l'espace de lecture, quand on regarde la bibliothèque de New York, on a voulu s'inspirer de dimensionnements qui étaient intéressants pour optimiser aussi la lumière naturelle générale. Donc, la bibliothèque de Caen, c'est ici. On est à 25 km de la mer. Et on est dans une position assez stratégique parce qu'elle est finalement à l'interface de plusieurs développements. Caen, c'est une ville qui a beaucoup souffert, 60% a été démolie. Et aujourd'hui, c'est un territoire complètement vierge, finalement sans vrai contexte. Donc pour nous, la première démarche a été de créer son propre territoire comme une action primitive de définir un site. Donc l'axe, les 2 éléments qui peuvent finalement définir un futur pour le territoire. Et en même temps, on s'est rendu compte qu'on était assez contextuel dans l'architecture locale, où finalement les plans croisés étaient assez présents. Donc la bibliothèque de Caen essaye de réinstaurer un dialogue avec son territoire lointain. Il y a 4 composantes importantes dans ce territoire: l'abbaye aux hommes, l'abbaye aux dames, au sud la gare et ses équipements métropolitains, et à l'est de nouveaux développements, des nouveaux développements politiques, mais en même temps économiques et urbanistiques. Donc, quelque part, la bibliothèque se tourne vers ces éléments qui structurent la ville de manière générale et existante. Donc, cette bibliothèque, elle est aussi filtre entre le bassin Saint-Pierre et le parc. Dans son organisation, la bibliothèque est finalement assez simple. On va le voir un peu plus tard. Mais simplement, dans le sous-sol, il y a toute la conservation et la coordination étant au dernier niveau, et au centre, le forum, l'espace de lecture, et au rez-de-chaussée, toute la réception et la logistique. Juste pour faire un écho un peu du processus de conception, on est parti d'un cube qui finalement était la forme la plus simple. On s'est autorisé quelques géométries pour être propices, ou parfois peut-être même fragmentées, où le plan centré était peut-être logique. On a même voulu être pseudo-industriel, dans un contexte finalement qui était avec un passé assez fort. Mais au fur et à mesure, on est venu constituer cet espace, cette plateforme lisible, cet espace partagé pour tout le monde dans la ville. Et ensuite, ces 2 axes se sont instaurés. Donc la bibliothèque, il y a une hauteur de 18 mètres. Première action, c'est d'instaurer le programme. Deuxième action, c'est de créer cet espace partagé. Et comme un peu une forme de compression de cet espace architecturé, les différents axes ou les différents outils pour créer cet objet sont venus déformer la bibliothèque pour en créer cette géométrie finale, avec ici des vues depuis le bassin et la lisibilité toujours de cet espace centré, avec la transformation de ce schéma étant le cahier des charges. Il nous demandait 4 pôles, et faites des passerelles, et les gens seront heureux, et il y aura une diffusion, et les choses seront faciles d'accès, et beaucoup de communication. Pour nous, ça nous semblait illusoire de penser l'architecture d'une bibliothèque ainsi. Et donc, on est venu partir de ces 4 éléments, de ces 4 composantes, et on est venu définir juste 2 entrées ou 2 croisements qui se relient par un espace de confluence. Cet espace de confluence, c'est finalement le lieu où les 4 polarités de la bibliothèque se retrouvent, et ça devient un espace 3-dimensionnel pour la lecture et pour le partage des bassins, pour le partage des données. Donc, un schéma finalement qui est progressif, du plus collectif au plus privé. Je pense que l'espace d'une bibliothèque, c'est 2 espaces. C'est un espace partagé, mais en même temps un espace extrêmement personnel.
Donc cette architecture, finalement, elle se définit par... voilà, donc là c'est juste une composition de cet espace intérieur. On est venu créer la géométrie et puis au fur et à mesure, l'espace principal s'est créé avec 4 polarités très définies. Aux extrémités, le socle art, le salon littérature, le laboratoire de lecture, la salle Normandie, avec cette vastica qui recrée finalement des vues sur les territoires déjà proposés ou suggérés. Donc cette bibliothèque, ici juste une vue en maquette du rez-de-chaussée. Cet espace est traversant. Ici le bassin, un restaurant ici, un espace d'exposition là, un auditorium ici, et enfin une zone plus logistique, une aile plus logistique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau principal de la bibliothèque, on lit dans un espace lointain, on lit dans la proximité au parc qui est juste derrière, et enfin on a cette poutre administrative qui rejoint les 4 extrémités avec tous les bureaux de la bibliothèque au dernier niveau, avec une terrasse accessible. Donc ici, ce schéma, pour moi, est assez intéressant. Le concept scénographique de cette bibliothèque, c'est finalement des noyaux, des individualités, et derrière, ces individualités qui vont créer une géométrie, une architecture propre aux chaque polarité. Et au centre, le lieu où finalement les gens arrivent à la bibliothèque, il y a cette notion de porte ou de passage vers un espace de confluence où des mélanges sont possibles, des mélanges programmatiques, des mélanges finalement chronologiques ou autres. Donc ici, la géométrie un peu de cet espace partagé de cette bibliothèque. Le pôle art, finalement, s'inspire de ces espaces pérennes, calmes, et finalement l'architecture, du coup, est devenue une série de petites entités, plus ou moins individuelles, collectives, partagées, avec différents types de finitions. Le pôle sciences humaines, on a voulu définir une technologie ou une notion de curiosité avec les Wunderkammer. Donc, quelque part, ça devient un mur habité, un mur où on va pouvoir intégrer des données, on va pouvoir stocker des choses, et derrière, il y aura des salles plus ou moins intimes, toujours en relation à cet espace partagé. Donc là, quelques représentations de cet espace. Le pôle littérature, on s'est bien sûr inspiré de cette architecture classique que l'on connaît tous, même de cette image. Donc on est venu créer un mur de livres incliné, habité, dans lequel les gens peuvent venir s'asseoir, retrouver des moments plus personnels. Le sciences et techniques, on est parti de cette idée que le pôle pouvait être technologique. Donc la courbe nous semblait assez intéressante. Et du coup, on est venu définir finalement cette continuité où des projections permanentes seraient possibles. Et du coup, de créer cette lisibilité au pôle avec derrière des géométries complètement intéressantes. Voilà le plan de rez-de-chaussée qui est très pyrénéen, très urbain, très traversant. On peut aller dans le parc, on peut aller dans le bassin, le restaurant s'ouvre de chaque côté. Et l'amphithéâtre, finalement, est à proximité du parc. On voit ici la relation entre le hall et le parc de l'autre côté. Donc, un regard finalement intéressant entre d'autres fonctionnalités que la bibliothèque peut offrir de manière générale. Au dernier niveau, il y a les bureaux, toujours avec un éclairage naturel, des notions de patio, et l'espace jeunesse qui est au dernier niveau. On n'a pas voulu mettre l'espace jeunesse en dehors du système. Donc les enfants traversent la bibliothèque, traversent leur devenir, vont traverser différents savoirs avant d'arriver à l'espace final finalement de cette polarité. En termes de matérialité, la bibliothèque, on la veut un peu immatérielle. Donc ici, c'est des illustrations d'élévation où on voit que la géométrie croisée est peut-être moins présente ou moins facile de lire. Et là, toujours ce concept du concours où l'espace est ouvert et libéré sur la centralité. Quelques aspects plus techniques. Voilà, juste l'espace et la représentation de cette façade, le schéma conceptuel. Et je vous remercie.